Yo, vous connaissez, comme d'habitude, on ouvre la vidéo avec un objet étrange de ma collection, à savoir en l'occurrence un bronze représentant un oiseau mort. On fait avec ce qu'on a, et ce que j'ai en l'occurrence, c'est une collection d'objets bizarres. Et tout ça, de toute façon, n'est qu'un prétexte pour démarrer la vidéo sans avoir à faire de montage. Vous connaissez la politique de la boutique. Salut Ronnie. Et oui, pourquoi se faire chier à faire des trucs comme le GP Explorer ou que sais-je, quand on peut faire des vidéos sans montage. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander. On va faire une vidéo hors série, vous avez vu le titre, on va faire une vidéo sur Gottlieb. Gottlieb, petit buste en résine que j'avais eu avec un DVD et avec un livre dans un coffret il y a quelques temps. J'espère que je suis bien cadré, je n'ai pas moyen de le savoir. C'est aussi ça le non-montage. On va parler de Gottlieb, moi que je tiens pour un des grands génies de la littérature française et de la BD française. Je dis littérature parce que Gottlieb c'est aussi des écrits. Vous avez ici son autobiographie, dont on va lire un extrait à un moment. Déjà, peut-être situer Gottlieb. Ronnie, ne gratte pas le mur, s'il te plaît. Il commence direct. Ronnie, merci. Parce que on va situer Gottlieb. Je pense que vous connaissez le nom et je pense que vous êtes des gens instruits sur cette chaîne, n'est-ce pas? Ça me paraît important. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50, aux États-Unis, a été créé un magazine qui s'appelait Mad Magazine, en 52 très précisément, par Harvey Kurtzman. Est-ce que j'ai des Mad derrière moi? J'aurais pu préparer ça. J'ai des Mad quelque part. Vais-je les retrouver? Probablement pas. Je pense qu'ils ne sont pas accessibles tout de suite. C'est pas grave, vous connaissez Mad Magazine, avec qui a sa fameuse mascotte qui s'appelle. J'ai oublié le nom de la mascotte. Ce petit garçon roux avec un énorme sourire auquel il manque une dent. Edward, Alfred Sénébel, je crois que c'est ça. En tout cas, Mad Magazine, qui était un magazine satirique dans les années 50 aux États-Unis, qui est devenu très important pour beaucoup de gens et qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'est un peu flou la situation de Mad Magazine aujourd'hui, parce que aujourd'hui ça continue à sortir, mais c'est que des best-of, des compilations, des trucs comme ça. Il n'y a plus vraiment de vrais numéros de Mad Magazine. Il y en avait encore jusqu'à il y a quelques années, hein, ça a duré très longtemps, plus de presque 70 ans, je pense. Euh, et ils ont arrêté parce que ça se vendait plus trop, quoi. C'était plus dans l'air du temps. Mais c'était un magazine pas vraiment de BD, plus un magazine satirique d'humour, alors d'illustrateurs avec énormément d'illustrations. Mais c'était pas forcément de la BD au sens propre. Il y avait des pages de BD, mais c'était pas considéré comme les magazines Tintin ou Pilote. On va parler de Pilote dans pas longtemps. Mais ça a été très influent. Ça a symbolisé une certaine forme d'humour pré-années 60, de satire, très politique, mais politique de façon très rigolarde. Ça se moquait des puissants et ça a influencé beaucoup de gens. C'est un magazine qui a eu aussi une importance dans l'histoire, on va dire, de la censure aux États-Unis. C'est un magazine. Je vous renvoie à une vidéo qui avait faite très très bonne, qui a fait la chaîne Chroma. Je vais vous mettre ça en lien de Karim Debache. Je vous avais déjà parlé de cette vidéo il y a très longtemps sur la chaîne, dans mon épisode sur Poison City, sur le manga Poison City. Mad Magazine a eu un rôle extrêmement important dans les années 50 aux États-Unis, quand il y a eu toute une vague de censure des comics. Mad, parce que ce n'était pas tout à fait un magazine de BD, a réussi à passer entre les balles et a été la voix des artistes à une époque où ils avaient du mal à s'exprimer librement. Voilà, je vous renvoie à la vidéo de Chroma qui explique ça beaucoup mieux que je vais le faire. Toujours est-il que donc ce magazine très influent dans les années 50 aux États-Unis a donné des enfants en France, notamment grâce à Goscinny, que René Goscinny, dont on a déjà parlé, qui est un de mes auteurs favoris, que ce soit en BD ou en écriture. J'ai fait un épisode sur lui il y a très longtemps aussi, je vous renvoie à cette vidéo également. On a reparlé de lui il y a très peu de temps dans l'épisode sur Yotsuba, la semaine dernière, parce que c'est aussi lui l'auteur du Petit Nicolas, qui est une très très bonne série de romans, d'histoires courtes. Et Goscinny, qui était déjà très en vogue en France, qui était très en vogue, qui était en tout cas un acteur important de la bande dessinée française dans les années 50, a créé en 59, j'ai pris quelques notes, je vérifie, avec Jean-Michel Charlier, a créé un magazine très connu qui s'appelle Pilote, qui a été un des premiers magazines de BD en France, qui a publié notamment Astérix et plein d'autres choses, qui a été une pépinière de talent, comme on dit.
qui a vu émerger quasiment tous les artistes de BD qui ont été importants entre les années 60 et les années 90-2000. Quasiment tout le monde est passé par Pilote. Ça a été ultra important. Pilote est mort en 89, a arrêté. Alors, de temps en temps, il y a eu des numéros spéciaux, des trucs, mais Pilote n'existe plus depuis les années, donc depuis la fin des années 80, début 90. Mais ça a été super important et c'était vraiment le bébé de Goscinny pendant toute la vie de Goscinny, quoi. Ça a été le fer de lance de la BD française pendant très longtemps. Ça a vu émerger beaucoup d'artistes, dont Gottlieb, je remonte sa tête, qui est lui l'auteur de plein de choses. Les choses pour lesquelles il est le plus connu, ça doit être Guéluron, la BD Guéluron, qui a un peu une version française de Droopy, enfin, je simplifie en disant ça, mais il y a Guéluron, il a fait Super Dupont, dont il était juste au scénario. Il a fait plein de trucs, on va en parler. Son œuvre la plus connue, on va en parler plus en détail, c'est la rubrique à Braque. Et donc c'est un dessinateur de BD que je trouve fantastique, absolument génial, et qui a marqué la bande dessinée. On peut parler tout de suite de la rubrique à Braque que j'ai là en coffret intégral. Hop là, coffret intégral que vous voyez ici, qui n'est pas spécialement beau, qui est à l'envers mais volontairement, qui est conçu comme un miroir. C'est pas vraiment ça, un miroir, mais vous avez compris. Qui est en 5 tomes plus des tomes compilation et tout derrière. Qui a marqué l'histoire de la bande dessinée. C'est même pas des histoires, c'est des dossiers en 2-3 pages, parfois un peu plus, qui au début se voulaient un peu. En fait, je reprends les choses dans l'ordre. Dans Pilote, Gottlieb avait fait avec Goscinny au scénario, Gottlieb au dessin, avait fait les Dingo Dossiers, qui sont réunis dans cette intégrale, qui étaient des dossiers en 2 pages sur des phénomènes du quotidien. Par exemple, sur si les adultes se comportaient comme des enfants ici. On a, qu'est-ce qu'on peut avoir, le téléphone, des gags sur le téléphone. C'est un peu un truc très pré-podcast, je trouve. C'est un peu, on prend un thème, ça fait vraiment penser aux premières vidéos de Cyprien, de Norman, avant que Norman devienne Bresson. C'est-à-dire qu'ils prennent un thème et ils en font toutes les blagues qu'ils peuvent en l'équivalent de 5 minutes, quoi, en 2 pages de BD. Là, c'est sur quoi? C'est sur que font-ils en hiver? Que font les gens qui bossent l'été sur les plages, tout ça? En hiver, où sont-ils? Que font-ils? Voilà. Et donc, c'était des blagues sur des thèmes comme ça, des thèmes du quotidien. C'était très drôle. Moi, c'est fantastique pour moi, les Dingo Dossiers. C'est un truc, encore aujourd'hui, c'est trop drôle à lire quand vous êtes gamin, et même adulte. C'est vraiment cool. Je le conseille à absolument tout le monde. Mais c'était un peu, en fait, ça a permis à Gottlieb d'émerger en tant que dessinateur, parce que c'est un dessinateur absolument fantastique, qui a un sens des visages, du mouvement. C'est un très grand dessinateur de BD. J'essaye de vous trouver des pages des Dingo Dossiers qui peuvent un peu montrer ça. Je prends une page au hasard, mais vous voyez peut-être un peu là, les dessins. J'espère que c'est bien cadré. On ne voit rien de mon côté, donc je compte sur mon téléphone. Mais en tout cas, c'est un très grand dessinateur. Mais en termes d'humour et on va dire, de scénario, il n'y a pas de scénario, si vous voulez, dans les Dingo Dossiers. C'est vraiment des gags. Il n'y a pas de personnages récurrents ni rien. Mais Ronnie, salut. C'était très marqué de l'empreinte de Goscinny. Je laisse Ronnie circuler, il va partir. C'était très marqué de l'empreinte de Goscinny. C'est plus une œuvre de Goscinny, j'ai envie de dire, en termes d'humour. Et ça a donné un peu plus tard, toujours dans Pilote, la rubrique à Braque, qui là est une œuvre uniquement de Gottlieb, qui est un peu l'héritier des Dingo Dossiers. Ça ressemble au départ, c'est-à-dire pareil, c'est des gags en 2-3 pages, sur un thème donné. Par exemple, le premier là dans l'intégrale, c'est le pélican. Donc sur 2 pages, il va nous parler du pélican. Et il va faire tous les gags possibles sur le pélican. Donc ça ressemble au Dingo Dossier, même si très vite, les thèmes vont être beaucoup moins inscrits dans le quotidien, c'est-à-dire que même le pélican, c'est pas un thème du quotidien, si vous voulez. On est déjà en train de s'écarter un peu. Il y a des personnages récurrents qui apparaissent, alors qui sont pas dans tous les gags, mais par exemple, il y a Isaac Newton, qui est sur la couverture, l'inventeur, qui devient une espèce de mascotte de la rubrique à Braque, parce que Gottlieb trouve hilarant qu'à l'origine de la théorie de la gravité, ce soit un gag, à savoir que Isaac Newton s'est pris une pomme sur la tête. Donc il va revenir beaucoup. Il y a le professeur, justement, qui parle des animaux, qui est toujours le même. Et aussi, les thèmes vont très vite devenir plus abstraits. Par exemple, là,
il fait 2 pages sur l'invention du cercle. Et il imagine ce qu'était le monde avant que le cercle existe. Comme si ça avait été créé, c'est-à-dire qu'avant que le cercle soit découvert, parce qu'en fait il n'a pas été créé, il a été découvert géométriquement, que tout était carré, quoi, qu'il n'y avait pas d'arrondi dans le monde. Donc on passe sur des gags un peu plus, qui sont moins gossinesques. Goscinny, il est plus dans l'observation du quotidien. Gottlieb, il va passer dans des trucs complètement abstraits, complètement délirants, qui ont de moins en moins de rapport avec la vie réelle, on va dire, mais qui vont lui permettre d'exprimer une créativité de plus en plus exacerbée dans la rubrique à braque, où il va partir dans tous les sens. J'aurais dû préparer avant, j'ai essayé de vous trouver un... Est-ce que c'est dans le premier ? Pas sûr. Il y a un gag qui est absolument célèbre et qui est très très bien pour symboliser toute la liberté de Gottlieb dans la rubrique à braque. C'est le gag de la girafe, où il va parler d'un animal. Il fait souvent des gags sur des animaux, enfin des rubriques à braque sur des animaux. La girafe, je n'ai pas l'impression que ce soit dans le premier. Je suis désolé, j'ai rien préparé, vous connaissez. Mais tout ça a un sens, on va y arriver. J'essaye de voir quand même, je vais essayer de vous trouver la girafe. Je continue à parler. Donc Gottlieb, dans Pilote, continue à faire de la BD pendant quelques années. Il devient même un élément très important de Pilote. C'est un des auteurs très identifiés. La girafe, je l'ai, page 56. Je vais vous montrer ça parce que, alors, c'est un des gags les plus connus de la rubrique à braque. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, mais où il va s'amuser avec les cases. C'est-à-dire que le fait que la girafe ait un long cou qui ne rentre pas dans les cases l'oblige à tordre les cases, à faire en sorte que les cases communiquent entre elles. Ils prennent des formes de plus en plus bizarres. Il met la girafe dans des positions étranges pour qu'elle rentre dans les cases. Et en fait, tous les gags tournent autour de la mise en page. Ça tourne pas vraiment autour de ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il dit absolument rien d'intéressant sur les girafes. C'est pas du tout des cours de zoologie. Il y a jamais aucune info dans la rubrique à braque. C'est que des gags de mise en page, vous voyez, où la girafe dépasse, où il y a des incohérences, où il y a des trucs. Son cou passe d'une page à l'autre, enfin d'une case à l'autre. C'est vraiment très drôle et ça illustre très bien ce que va faire Gottlieb dans la rubrique à braque, à savoir de plus en plus n'importe quoi. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, la rubrique à braque, ça va même plus être vraiment des thèmes comme ça. Il va s'exercer à des exercices de style, des réécritures, des trucs. Ça va passer de plus en plus en couleur aussi. Et ça va être de plus en plus impossible d'expliquer ce qu'est la rubrique à braque. En gros, c'est 2-3 pages données à Gottlieb dans chaque numéro de Pilote où il fait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est souvent un peu n'importe quoi. Ça peut être de la poésie, on peut se retrouver avec des pages comme ça, vous voyez, ultra chargées en texte, des pastiches de science-fiction ici, où il s'amuse à dessiner des monstres, des choses comme ça. Il y a plus vraiment de scénario, de thème. On est dans le pur délire de Gottlieb. Gottlieb qui dessine admirablement bien, qu'on voit s'améliorer même, il était déjà très bon dès le départ, mais qu'on voit s'améliorer en dessin, devenir de plus en plus fou, de plus en plus psychédélique aussi. Gottlieb est quelqu'un qui va être très influencé dans les années 60 par l'art psychédélique, par la Beat Generation aux États-Unis. Je vais peut-être pas ouvrir sur ce qu'est la Beat Generation, parce qu'on part pour une autre vidéo si c'est ça, mais en gros, tout le mouvement beatnik, le mouvement hippie aussi, Gottlieb a été hippie un long moment, tout le mouvement de mai 68 qui va beaucoup le marquer et qui va justement marquer la rupture avec Pilote, parce que en mai 68 se déroule, alors les spécialistes de Pilote connaissent bien tout ce que j'explique, mais va se passer un peu une scission au sein de Pilote, c'est-à-dire que Goscinny, tout génie qui soit, et moi c'est vraiment un de mes grands héros artistiques, vraiment, est quelqu'un à l'ancienne, c'est-à-dire c'est un mec qui a grandi, qui a fait son éducation dans les années 40-50, c'est le genre de mec qui vient toujours au boulot en costard, même s'il bosse à Pilote, qui est un magazine de bande dessinée, tout ça, entouré de mecs jeunes, artistiques, complètement déjantés. Lui, il est toujours costume-cravate, il est très propre sur lui, il n'accepte pas qu'on fasse des gags scatologiques ou qu'il y ait de la vulgarité dans Pilote, des choses comme ça. C'était totalement interdit, il n'y avait pas de gros mots dans Pilote, c'était un magazine familial, il voulait que ça reste comme ça. Et il y a toute une génération d'auteurs qui arrivaient, qui étaient justement, comme je disais, influencés par mai 68, qui se sentaient de plus en plus enfermés créativement dans Pilote. Eux, ils avaient envie d'explorer d'autres choses, ils avaient envie de parler de cul, ils avaient envie de faire des trucs plus violents, plus vulgaires, de partir dans tous les sens. Et Pilote ne permettait pas ça, Goscinny ne permettait pas ça. Il s'est ouvert un peu après, mais à ce moment-là, c'était encore très
C'était pas conservateur, on peut pas dire ça, vraiment pas de Goscinny, mais ouais, c'est un mec à l'ancienne. Il a pas bien compris mai 68 et tout ça. Et il n'a pas vu la fronde venir à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toute une partie des auteurs de pilote, je vous la fais courte, qui s'est barré de pilote après avoir tenté en plus une espèce de putsch. C'est pas très propre la manière dont ça s'est passé. Ils ont essayé presque de, pas de virer Goscinny, mais de lui mettre un coup de pression. Goscinny a résisté et les auteurs se sont barrés. Ils ont fondé de leur côté Harakiri. Ils ont d'abord fondé l'Écho des Savanes, pardon. Je refais les choses dans l'ordre, mais en gros, c'est parti. Tous ces auteurs-là sont à l'origine du magazine L'Écho des Savanes, qui a donné lui-même Harakiri par la suite. Et Gottlieb faisait partie de l'aventure, il faisait partie des auteurs qui se sont barrés. Ce qui a été un truc très douloureux pour lui, qui a été décrit dans pas mal de livres. J'ai beaucoup de livres sur Gottlieb. Pour ceux qui connaissent pas ma chaîne, quand je fais des hors-séries, en fait, c'est un peu des hors-séries sur des collections que j'ai. Et en fait, j'ai une bonne collection de choses sur Gottlieb, d'ouvrages de Gottlieb lui-même. Je cherche si je retrouve ce que j'avais en tête. Je vais pas le retrouver. C'est pas très grave. Mais j'ai plein de magazines sur Gottlieb, de choses qui ont été écrites sur lui. J'ai ça qui traînait, je crois que je l'ai sorti. L'abécédaire, écrit par Thierry Grostin, je pense que je le prononce mal. Gottlieb, un abécédaire, qui revient sur un peu toute la carrière de Gottlieb. Et qui est très bien fait. C'est un très chouette livre si vous voulez vous renseigner sur Gottlieb, je vous le conseille. J'espère qu'il est toujours édité, je pense. En tout cas, il est peut-être toujours trouvable. Il est publié aux Impressions Nouvelles, voilà. Et oui, et donc Gottlieb a assez mal vécu, enfin assez mal vécu. En même temps, il en était à l'origine, mais c'est-à-dire il avait un lien très fort avec Goscinny. Il le considérait un peu comme son père créativement. C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier. C'est avec lui qu'il a connu ses premiers succès avec les Dingo Dossiers dont on parlait. Et il a eu le sentiment justifié de le trahir, de lui planter un couteau dans le dos. Et en fait, mais en même temps, il avait besoin créativement de partir. Il n'arrivait plus à bosser chez Pilote. Il se trouvait trop enfermé. Donc il a été pris entre deux feux. Et en fait, ils ne se sont jamais reparlé. Gottlieb et Goscinny après ça. Goscinny est mort quelques années plus tard d'une crise cardiaque foudroyante lors d'un test d'effort médical. Et ils ont jamais rediscuté. Et ça a été un des grands regrets sur Gottlieb. J'avais été à une super expo il y a quelques années sur Gottlieb. C'était, je vais pas retrouver le nom. C'était le Centre d'art juif. Quelque chose comme ça. C'est pas centre d'art juif, mais musée de l'art juif, un truc comme ça. Gottlieb est juif, comme Goscinny d'ailleurs. Et il y avait un témoignage de Gottlieb qui disait que c'est un des grands regrets de sa vie, c'est de ne pas avoir pu s'expliquer avec Goscinny, même quelques années plus tard ou quoi. Il a jamais osé faire le premier pas, voilà. Et c'était un peu à lui de le faire quand même, quoi. Et donc voilà. Donc Gottlieb se barre, va dans l'aventure Écho des Savanes, où il se trouve de nouveau pas ultra heureux, mais pour différentes raisons, pour des raisons différentes, pardon. L'Écho des Savanes était pour le coup ultra libre, c'était de l'humour très vulgaire, très scato, très sexuel. Donc c'est ce qu'il voulait faire à ce moment-là. D'ailleurs, en œuvre sexuelle de Gottlieb, il y a l'intégrale Ralovli et Raniania, où c'est des gags en quelques pages à chaque fois qui tournent tout autour du. Je vais pas ouvrir parce qu'il y a vraiment beaucoup de nudité, mais c'est des gags. C'est pas une BD de cul, on peut pas dire ça, mais ça tourne entièrement autour du sexe. C'est très drôle. C'est pour le coup pas pour toute la famille, mais c'est vraiment très drôle. Je vous le conseille. Je regarde la couverture, s'il n'y a même pas de la nudité sur la couverture, non, ça va. Il y a un gag facile à voir, une métaphore, mais voilà, et c'est très cool. Donc il a fait pas mal de... Il a fait aussi Pervers Pépère en BD sexuel, j'ai l'intégrale aussi. J'ai tous les intégraux de Gottlieb quasiment, qui pareil, c'est sur un pervers pépère, quoi, des gags. Là, vous avez une autre métaphore pour la couverture, mais voilà, c'est des gags sexuels avec un vieux dégueulasse. Donc, il a fait plein de trucs comme ça. C'était très post 68 comme humour, très hippie, très voilà, il est interdit d'interdire. Et mais l'Écho des Savanes, c'était le bordel. C'est que c'était très mal organisé. Lui, il avait grandi à Pilote artistiquement. Il connaissait un journal qui tournait bien, quoi. Donc l'Écho des Savanes, on était très proche au départ presque du fanzine, quoi, d'un truc très amateur qui rentrait pas du tout dans ses frais, qui faisait n'importe quoi en termes de distribution et tout. Donc il en a eu marre. Il s'est barré assez rapidement. Il est resté très peu de temps à l'Écho des Savanes et il a lui-même fondé son magazine. Je regarde mes dates en 75, qui s'appelait
enfin qui existe toujours, Fluide Glacial. Et Fluide Glacial, j'ai un numéro spécial ici de Fluide Glacial, qui est le numéro spécial de novembre 2016, la mort de Gottlieb. Adieu patron, numéro très émouvant, qui est un magazine qui existe toujours, qui existe depuis 75, qui n'a jamais cessé de publier, et qui est un magazine qui fonctionne sans pub. Il n'y a jamais eu de pub dans Fluide Glacial, c'est Mediapart avant l'heure. C'est uniquement financé par les abonnés, par les gens qui l'achètent. Donc c'est un magazine de BD qui a rempli le rôle pendant des années de Pilote, c'est-à-dire qui a été une pépinière de talent. Pilote a été la pépinière de talent de toute la première vague des grands auteurs de BD français, c'est-à-dire années 60, 70, 80. Et Fluide Glacial a un peu pris le relais et a été la pépinière des auteurs qu'on a aujourd'hui. Les Larsenet, les gens comme ça sont tous passés par Fluide Glacial, Zep, plein d'auteurs, principalement comiques. Là où Pilote avait des BD pas comiques, il y avait des BD d'action, de policière, des choses comme ça. Fluide Glacial, c'est 100% comique. Et donc, c'était Gottlieb, le rédacteur en chef, quasiment jusqu'à sa mort. Sur les dernières années, il n'était plus vraiment rédacteur en chef, mais il était rédacteur en chef honoraire, quoi. C'était le créateur du journal, et il a jamais été viré du journal ou quoi, mais il était plus actif dedans, il se faisait vieux. Et il faut savoir qu'en plus, Gottlieb a fait beaucoup de BD à l'époque Pilote et au début de Fluide Glacial. Jusque dans les années 80, il a bourriné de la BD dans tous les sens. Et il en a eu marre. Il y a eu un moment dans les années 80 où il a dit j'en peux plus de faire la BD. Il était fatigué, créativement et même physiquement. Il expliquait que son corps avait souffert de dessiner 12 heures par jour tous les jours, quoi, et il en avait marre. Il voulait plus dessiner, il était plus. Il a arrêté la BD en fait au milieu des années 80. Son dernier album est sorti en 86. C'est un album de Guéluron, le dernier album qu'il a dessiné. Et depuis 86, donc ça fait très longtemps. Il est mort en 2016, donc pendant 30 ans. Il n'a plus fait de BD du tout. Et pourtant, c'est l'époque de Gottlieb presque que je préfère. Non, parce que la rubrique à braque, les dingos dossiers, c'est immortel. Moi, c'est de la grande BD. Je suis passé un peu vite dessus, mais la rubrique à braque, c'est de la très grande BD d'humour. Il faut absolument avoir lu un peu ça. Enfin, genre, c'est trop bien. C'est dans l'histoire de la BD, c'est ultra important. C'est créativement génialissime encore aujourd'hui. C'est une folie de créativité permanente. Et les dingos dossiers qui étaient un peu plus sages parce que c'était Goscinny et tout, mais c'est trop bien aussi. Ragnagna, Ralovli que je vous ai montré, c'est trop bien. Il y a plein de trucs. Guéluron, Super Dupont, c'est vraiment très bien. Donc je peux pas dire que je préfère le Gottlieb quand il dessine pas, mais il a eu une activité post BD que j'adore et sur laquelle je voulais revenir parce que beaucoup de ma collection concerne ça. Il a notamment, jusqu'à quasiment sa mort, il a fait les éditos de Fluide Glacial. C'est-à-dire les éditos, c'était le texte qui ouvrait Fluide Glacial, qui sont Fluide Glacial, j'ai du mal à le prononcer, j'aurais dû boire un verre d'eau. Étant un journal d'humour, les éditos sont des morceaux d'humour aussi, littéraires, écrits. Et ils sont écrits tout le temps par Gottlieb, et ils sont incroyablement drôles. Ils ont été réunis dans ces 2 livres publiés par Fluide Glacial, hein, oui c'est ça. Fluide Glacial est un magazine, mais est aussi devenu une maison d'édition, qui publie les albums de leurs auteurs, quoi. Ronnie fait encore des bêtises. Hé, Ronnie! Oh! Désolé. C'est devenu une maison d'édition très active dans la bande dessinée. Je pense qu'ils gagnent plus d'argent avec les albums qu'avec le magazine aujourd'hui. Ils avaient édité 2 recueils des meilleurs éditos de Gottlieb. Je vais vous en lire un que j'aime beaucoup. Et ça a été réédité très très récemment. Donc il y a ces 2 recueils qui s'appellent Jactance, tome 1, tome 2, qui sont peut-être plus trouvables, je sais pas trop, parce que est sorti, cet hiver, je me le suis auto-offert à Noël, est sorti les éditos de Gottlieb, une compile, encore une fois, des éditos avec pas forcément la mise en page d'époque, mais avec les illustrations d'époque. Parce qu'en fait, les éditos étaient souvent écrits à la main par Gottlieb, qui a une écriture très reconnaissable. Et là, dans ce grand recueil, toujours Fluide Glacial, avec une belle photo de Gottlieb en couverture, et derrière également, ils sont mieux mis en valeur que dans Jactance. Jactance, c'était des textes écrits au format livre, quoi, si vous voulez. Là, vous voyez, il y a des éditos qui sont reproduits carrément en facsimilé, comme ça. Ça vous permet de voir un peu l'écriture de Gottlieb. J'espère vraiment que ça filme bien. Je suis désolé si c'est un peu flou. Et donc, c'est un ouvrage très très cool, vraiment très drôle,
Alors après, vous prenez 300 éditos à la suite, quoi. Il en a fait un par semaine pendant 40 ans, 30 ans, 30 ans. Parce qu'il a arrêté en 2005 à peu près. À partir de 2005, il était quasiment plus dans Fluide. De temps en temps, il faisait un édito, mais c'était rare. Il avait pris sa retraite, quoi. Mais là, ils sont très bien mis en valeur, ils sont très cool. Mais bizarrement, c'est une compile, c'est pas une intégrale, hein, parce qu'il y en a eu énormément des éditos. L'intégrale, elle ferait je sais pas, 5 fois ça, quoi, en taille. Et c'est pas forcément les mêmes que dans les jactances. Donc, il y en a qui se recoupent, mais pas tous. Je vais vous en lire un, juste pour le plaisir. J'en ai pris un peu au hasard que j'aime beaucoup, qui est un bon exemple de l'humour Gottlieb, qui fait de l'humour sur un peu n'importe quoi. Ça fait quelques pages, mais j'espère que ça vous dérangera pas. De toute façon, si ça vous dérange, je pense que vous êtes déjà parti de la vidéo. La revue de cinéma positif a consacré son numéro 83 à Billy Wilder. On y apprend des tas de choses intéressantes sur le réalisateur de certains Lem Show, et il y a notamment une très longue et très passionnante interview. Mais ce n'est pas pour parler de Billy Wilder que j'ai entamé cette littérature, et je ne me rappelle plus où j'en étais. Ah oui, c'est ça. C'était en août dernier. En août, ce mois idyllique où l'on peut errer dans un Paris à moitié désert, où l'on peut se rendre à un rendez-vous en voiture, se garer du premier coup parce qu'on dispose de toutes les places qu'on veut, et s'offrir le luxe d'arriver en avance. En août dernier, donc, je me rends dans un cinéma d'art et d'essai du quartier Montparnasse pour y voir un film. Et que voulez-vous que j'aille faire d'autre dans un cinéma? À la caisse, je remarque qu'ils vendent des revues de cinéma, dont le numéro de positif cité plus haut. Aussi sec, j'en fais l'acquisition. Après quoi, j'entre dans la salle, je vois le film, je ressors et repars vers de nouvelles aventures. Mais ce n'est pas pour parler d'une séance de cinéma que je suis en train d'écrire ça. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ah oui, je sors de la salle, donc mon positif sous le bras, et comme il me reste 2 ou 3 petites heures à tuer, je reste un moment à m'interroger sur la façon dont je vais procéder à leur mise à mort. Il existe un disque de Marilyn Monroe qui contient des chansons tirées des bandes originales de ses films, des bouts de dialogue assez rares, avec Groucho Marx par exemple, une publicité radiophonique, la seule qu'elle a enregistrée, la fameuse prestation qu'elle a faite devant un public monstre en chantant Happy Birthday to You, Mr. President, pour l'anniversaire de JF Kennedy, et des tas d'autres trucs de ce genre. Mais ce n'est pas pour parler de Marilyn Monroe que je tape sur les touches de mon clavier avec mes petits doigts boudinés. Je sais même plus où j'en suis. Ah si, ça y est. Donc, disais-je, me voilà dans la position du mec qui se trouve dans la position d'un mec en train de sortir d'un cinéma. Je me dis, la Fnac n'est pas loin que je me dis comme ça. Et si, comme ça, l'air de rien, j'allais y faire un tour comme ça, pour y acheter comme ça, le disque de Marilyn Monroe en question comme ça, que je me dis comme ça, pas con le mec. Si te dit, si te fait, bonne affaire, se dit Basile. Si te dit, si te fait, Basile est un dégourdi. Et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, me voilà à la Fnac. Je me dirige d'un pas serein vers le rayon disque, où je trouve mon bonheur du premier coup après 3 quarts d'heure de recherche. Marilyn Monroe, Rare Recordings, 1948-1962. Et pendant que j'y suis, je prends une douzaine d'autres disques, car quand je me trouve dans un rayon aussi gigantesque, je me fais piéger à chaque fois, et je ressors au bout de la ruine, c'est plus fort que moi. Me voici donc avec mes acquisitions et prêt à repartir. Et puis tiens, pendant que j'y suis, je vais aussi faire un tour au rayon livres de cinéma. Allez, tiens, pendant que j'y suis. Et merde, on n'a qu'une vie, merde. Me revoilà donc en train de fureter, de fouiller, de fouiner et de feuilleter. Et incidemment, de me prendre aussi 2 ou 3 bouquins hors de prix sur lesquels je craque et qu'en d'autres temps je n'aurais jamais acheté. C'est pas de ma faute, les grandes surfaces me piègent tout le temps. C'est pareil à Mammouth ou à Carrefour. C'est comme ça que j'ai dans ma bibliothèque depuis 5 ans une boîte de beurre d'anchois sans colorant et un pot de sirop d'érable millésimé que je n'ai jamais ouvert et que je pense donner à l'abbé Pierre ou à la Croix-Rouge un de ces jours. Mais ce n'est pas pour parler de mes bonnes œuvres que je me crève l'oignon en ce moment. Et en plus, j'ai encore perdu le fil. Ah oui, donc résumons. Me voilà en train de faire la queue pour régler mes livres et mes disques. Ça va être mon tour. Et c'est alors que, dans ma vie jusque-là banale, quiète et sereine, l'épouvante fait son intrusion avec fracas. En récapitulant mes achats, je vois dans le tas, devinez quoi? Le numéro de positif spécial Billy Wilder que j'ai acheté quelques heures plus tôt à la caisse du cinéma. Mais si, rappelez-vous. Or, ce numéro est également en vente au rayon livre de cinéma de la Fnac que je quitte à l'instant. Mais si, rappelez-vous. La terreur s'empare instantanément de tout mon être, et une sueur malsaine et fétide commence à dégouliner le long de divers endroits de mon individu, et notamment sous mes aisselles et à mon entrejambe. Très rapidement, je quitte la file et me mets à errer parmi les rayons en sifflotant et en faisant semblant de regarder par-ci par-là. En réalité, je réfléchis intensément à la façon dont je vais pouvoir me sortir de ce pétrin. La situation est apparemment inextricable. J'ai l'impression d'errer dans un labyrinthe kafkaïen. À la caisse, on va me faire payer le positif, 36 francs. J'aurais beau expliquer en long, en large et en travers qu'il ne vient pas d'ici, la caissière me rira au nez, peut-être même avec impertinence, effronterie et insolence. Et cela m'humiliera,
Que faire? Je ne vais tout de même pas le payer 2 fois. Je peux éventuellement aller le remettre au rayon livre de cinéma, mais alors je l'aurais acheté pour rien et j'en aurais fait cadeau à la Fnac. C'est une situation d'un ridicule achevé. Peut-être aurais-je dû demander une facture à la caisse du cinéma, ça m'aurait servi à prouver ma bonne foi. Comme Ouais, il y a une faute. Comment ai-je pu agir avec une telle légèreté? Ou alors, peut-être aurais-je dû le donner à garder à la caisse de la Fnac en y entrant et avant de faire mes achats. Mais qu'est-ce que je suis con alors? Mais c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que je peux être con? Non mais vous voyez la galère? Non mais c'est pas vrai, les boules, je vous raconte pas. Bonjour les positifs. En ce moment, j'ai assimilé par coquetterie certaines tournures de langage qui font vachement jeune, je trouve. Mais une fois de plus, je m'égare. Mais m'égarais-je vraiment, d'après vous, hein? Eh bien non, car pendant que j'ai détourné l'attention de tout le monde à l'aide d'amusantes considérations sur mes nouvelles et juvéniles tournures de langage, j'en ai profité pour trouver comment me tirer du traquenard dans lequel je suis embourbé jusqu'au cou. Et personne ne s'en a aperçu. Tralala. Me revoilà à la caisse avec mes achats. Tant de disques. Cling, ça fait tant. Cling, tant de livres. Cling, ça fait tant. Total, cling, ça fait tant. Voilà monsieur, je peux faire un chèque, vous avez une pièce d'identité. Bref, tout le rituel, tout le tralala, tout le tremblement, tout le bazar et tout le tout-team. Après quoi, je sors avec un beau sac plastique où figure le fameux label Fnac. Et me voilà libre, enfin libre, mais, à l'œil de lynx de l'observateur rusé, il n'aura pas échappé que nulle part ne figure le positif, cet obscur objet du malentendu. Ni dans le sac, ni reposé au rayon, nulle part. Qu'est-ce à dire? Par le sang bleu, quel est donc ce diabolique tour de passe-passe? Sachez seulement qu'à la Fnac, il y a des rayons quasi déserts, derrière lesquels on peut faire tout ce qu'on veut sans être vu. Sachez aussi que sitôt sorti de ce piège, sitôt arrivé dans la rue, très discrètement mais avec toutefois un léger sourire sardonique, le positif a miraculeusement réapparu. Je l'ai sorti de mon slip et rangé dans le sac où il a rejoint mes autres achats. J'avais réussi le hold-up du siècle. Piquer un truc que j'avais déjà payé. C'est qu'on ne m'a pas aussi facilement qu'on croit, moi. Cela dit, je suis un peu gêné vis-à-vis de Billy Wilder, même s'il n'a pas été mis au courant, car il a momentanément voyagé en compartiment pour le moins inattendu. Quant au positif, ça ne m'a en rien gâché sa lecture. Voilà, c'est le genre d'édito qui n'a aucune, qui ne donne aucune indication sur le contenu du magazine Fluide Glacial qu'il est censé introduire, et qui est juste un genre de journal, pas intime, mais de journal public de Gottlieb, où il raconte tout et n'importe quoi, ce qui lui passe en tête. Il y a des éditos extrêmement drôles. Il y en a un où il résume le film L'Empire contre-attaque. Faut vraiment lire son résumé de L'Empire contre-attaque, qui est vraiment très drôle. Voilà, c'est trop bien. Je vous conseille, si vous avez un truc à tester pour ça, cette intégrale-là que vous trouvez qui est très récent, qui est vraiment cool, les éditos de Gottlieb chez Fluide Glacial. Il y avait aussi, dans Fluide, il faisait pas mal de romans photos. Il y a quelques années, avant la mort de Gottlieb, je crois, était sorti Fluide Glacial et toutes ces sortes de choses, toujours aux éditions Fluide Glacial de Gottlieb, qui est une compile de tout et n'importe quoi. Il y a aussi des éditos dedans, mais en fait, c'est plein de trucs que faisait Gottlieb dans Fluide Glacial. Notamment un truc qui était une des signatures de Fluide, qui était les romans photos, où il faisait de la BD avec des photos, où c'était les auteurs de Fluide, très souvent Gottlieb, qui posaient pour des intrigues à la con. C'est des gags idiots, voilà. Et là, c'est pas une compile que de romans photos, il y a un peu de tout. Là, vous pouvez voir Gottlieb en cuisinier pour un autre roman photo. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc, c'est une compile assez marrante qui est très dure à trouver aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé dans un supermarché qui en avait une en rayon, sûrement depuis des années, en fait. Et je l'ai trouvé très récemment, en fait. Mais par contre, vous pouvez plus vraiment le commander. Enfin, c'est devenu... je pense que ça a été remplacé par les autres compiles qui sont sortis après sa mort. Donc il est mort je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs que Gottlieb est mort. Il est mort en 2016, si j'ai dû le dire. Il est mort en 2016. Voilà. Donc il y a eu plein de trucs hommages suite à sa mort parce que c'est vraiment un très grand nom de la BD. Il y a eu notamment ce truc-là qui est vraiment cool, qui revient un peu sur tout ce que j'ai raconté, qui est un numéro. Alors en fait c'est Fluide qui l'a édité, hein, si je dis pas de bêtises, oui. C'est Fluide, mais qui est un numéro qui mélange Pilote et Fluide pour retracer un peu tout le parcours de Gottlieb, toute son histoire, en BD, avec des extraits de BD. C'est une compile de plein de choses. C'est très cool. Je pense que vous pouvez plus le trouver non plus, hein, c'était un magazine, mais peut-être d'occasion sur Internet, qui est vraiment intéressant. De toute façon, en vrai, des livres sur Gottlieb, sur Pilote, sur Fluide Glacial, sur Goscinny, il y en a quand même pas mal. Donc, si vous voulez des renseignements, des trucs, vous pouvez trouver ça. Voilà, qu'est-ce qu'a écrit d'autre Gottlieb? Il a fait vraiment pas mal de trucs. Il a fait ça, la biographie que j'ai là depuis tout à l'heure, qui pour le coup est un livre beaucoup plus sérieux, parce qu'en fait Gottlieb, qui est connu pour de l'humour à 100%,
a une enfance compliquée. Il a connu la Seconde Guerre mondiale, il était juif, comme je l'ai dit. Son père a été déporté, sa mère est devenue folle. Et lui, il a vécu toute la guerre avec sa sœur, caché dans une ferme, un peu chez des gens qu'il appelle les Thénardier, qui étaient des gens qui accueillaient beaucoup d'enfants pendant la guerre, mais qui faisaient payer très cher pour ça. Et donc, il a connu des trucs pas ouf, dont il parle dans ce livre, avec quand même humour. Donc, je voulais aussi vous lire un extrait. J'espère que vous m'en voulez pas de beaucoup lire. J'espère que je lis bien. C'est tout ce que je peux espérer. Je bégaye un peu. Mais ce livre est super bien, très touchant. Vous avez presque la larme à l'œil par moment. Il y a une de mes phrases favorites à la fin, qui est toute simple, mais qui est dans le tout dernier chapitre, que je peux vous dire, parce que cette phrase m'a marqué. Je la ressors souvent. Ça doit être là. Désolé, je cherche. Eh bien, je ne la retrouve pas. Pourquoi? Je ne trouve pas le dernier chapitre, ça paraît bizarre. Je vous laisse un petit peu de silence. Vers les années 60, après un tunnel de 10 ans un peu morne, c'est redevenu presque aussi bien qu'au château des Groux. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ces 10 ans? À cette question, comme Mowgli à la fin du livre de la jungle, de Raymond Queneau, c'est pas de lui, je pourrais répondre, j'ai vieilli. Voilà. Vers la fin des années 60, c'est redevenu bien. Et parce qu'en fait, ça ne parle que de son enfance, ce truc-là. Donc, il parle pas du tout de sa carrière de BD, pas du tout. Et c'est vraiment trop bien. Je vais vous lire un chapitre. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Qui est un chapitre que je trouve à la fois très drôle. Enfin, oui, à la fois drôle et absolument tragique. C'est le chapitre où son père se fait déporter. Mais il en parle, comme je vous dis, avec humour, quoi. Et vous l'avez peut-être déjà vu avec l'édito que j'ai lu avant. Gottlieb écrit merveilleusement bien. C'est un incroyable écrivain comique. Qui maîtrise très très bien la langue et l'écriture. Mon père lisait son journal tous les jours. Un quotidien au titre écrit en lettres gothiques, comme celui du Monde. Je ne me souviens plus du nom. Je le voyais plonger dans la lecture de ces grandes pages grisâtres, rébarbatives, imprimées en tout petit et sans images. Je me disais, il faudra que j'en fasse autant quand je serai grand. Parce qu'un homme, ça doit lire le journal. Et ça me déprimait rien que d'y penser. En plus de ça, j'avais honte d'être déprimé. Un vrai cercle vicieux. Maintenant que je suis grand, je réalise avec la même honte que je n'ai jamais été foutu de lire le moindre quotidien, quel qu'il soit, de façon régulière. Je vois des copains se balader un canard sous le bras et j'ai honte. Ça prouve que, malgré mon grand âge, j'ai au moins conservé quelque chose de la pureté de mon enfance, la honte. Comment pouvait-il lire le journal tous les jours, lui qui parlait déjà difficilement le français? Mystère. Je me demande maintenant s'il ne faisait pas un peu semblant, et ce dans un but précis. En effet, ce qui l'obsédait par-dessus tout depuis qu'il avait posé les pieds sur le sol français, c'était la naturalisation. Obtenir à tout prix la naturalisation française était son rêve le plus cher. Il était prêt à faire n'importe quoi pour ça. Par exemple, lire le journal tous les jours, même s'il n'en comprenait pas le quart. Il considérait ça comme un devoir parmi tous ceux qu'il devait accomplir s'il voulait un jour obtenir sa naturalisation française. Pour certains, c'est l'obsession du sport, du jeu ou des femmes. Son truc à lui, c'était la naturalisation française. Chacun ses petites manies. En 1939, dès la déclaration de la guerre, son premier mouvement, totalement irréfléchi et instinctif, fut de se ruer au bureau de recrutement le plus proche, en tenant ostensiblement son journal à la main, pour s'engager dans l'armée française. Ça sera bon pour ma naturalisation, pensait-il. Il fut déclaré apte et j'ai une magnifique photo de lui en troufion, posant fièrement dans la position du repos, main agrippée au ceinturon, calot à pointe sur la tête et bande moltière impeccablement ajustée. Manque de peau, quelques mois plus tard et pendant qu'il avait le dos tourné, voilà que le maréchal Pétain proclame hypocritement l'armistice. Du coup, à peine arrivé au front, mon père est renvoyé dans ses foyers. Faudrait savoir ce qu'ils veulent, a-t-il commenté laconiquement en revenant à la maison. Mais il s'en foutait du moment que ça lui valait des points bonus pour sa naturalisation. Et le lendemain, il reprenait son travail. C'est durant cette brève absence de mon père que j'ai commencé à entendre parler des juifs. À l'école, les copains disaient que c'était des tas de salopards, d'ordures et de fumier. Juifs, je ne savais pas ce que ça voulait dire. À la maison, nous n'étions pas très pratiquants. Mais j'opinais pour ne pas avoir l'air con. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment des salopards, des ordures et des pourris, reprenais-je en chœur avec les autres, pour ne pas avoir l'air con. Sur le moment, c'est vrai que j'avais pas l'air trop con. C'est juste arrivé 1 ou 2 jours plus tard. Précisément le jour où je revenais de l'école et où ma mère m'a demandé d'ôter ma blouse grise pour y coudre une étoile jaune. C'est pour quoi faire, ai-je demandé un peu étonné. Elle m'a alors expliqué, non sans un certain agacement, que ça voulait dire que j'étais juif.
C'est ce jour-là que j'ai eu l'air con. Alors comme ça, tous ces pourris, ces fumiers, ces ordures dont les copains parlaient à l'école, j'en faisais partie. Et d'abord, d'où elles venaient ces étoiles? C'est la question que j'ai posée à mon père qui, avec un certain agacement aussi, m'a tout de suite renseigné. Du commissariat de police. C'est une loi, tu comprends. Si un jour ta mère et moi voulons avoir la naturalisation française, nous devons obéir aux lois françaises et porter l'étoile. Puis, haussant le ton, il a ajouté que pendant qu'ils y étaient, ils en avaient profité pour apposer sur ces papiers le tampon juif, parce que ça aussi c'était dans la loi. Il semblait de plus en plus énervé, j'avais envie de lui dire « Eh oh, du calme !» Alors il a explosé d'un seul coup. « Toi, tu es français de naissance, mais ta mère et moi, hein? Tu y penses à ta mère et moi? À notre seul espoir de bonheur, être français ?» J'ai cru qu'il allait me mettre une baffe, mais il s'est contenté de désigner les cabinets, bras tendus et écarlate de fureur. J'y suis resté enfermé un quart d'heure. C'était ma punition pour avoir posé des questions idiotes. Puis le train-train quotidien a repris. Mon père partait au travail tous les matins, musette en bandoulière. 1 heure plus tard, je partais à l'école avec cette décoration bizarre cousue au revers de mes habits. Un matin, 5 minutes après son départ, voilà qu'on frappe à la porte. C'était lui qui revenait, accompagné de 2 flics en uniforme. « Rien de grave, dit-il sur un ton apaisant. Faut que je parte pour un petit bout de temps, mais ça va pas être long. » Et pendant qu'il rangeait quelques vêtements sommaires et une brosse à dents dans une petite valise, il expliqua qu'il devait s'absenter rapport à une autre loi. Parce que si un jour on voulait être naturalisé français, la moindre des choses, c'était d'obéir aux lois françaises, non? Et vous savez la meilleure, ajouta-t-il, les agents m'ont presque raté. On s'est croisés dans la cour au moment où il demandait au concierge à quel étage j'habitais. Heureusement qu'il a eu le bon réflexe, le concierge. Tenez, qu'il leur a dit. Il est en train de partir par là-bas, vous pouvez le rattraper. Vous parlez d'une veine, quand je pense qu'il aurait pu leur répondre escalier E, 3e étage, porte face, et les agents ne m'auraient pas trouvé. En fait, ils n'avaient pas tort. Quand je pense que le brave homme de concierge aurait pu avoir le mauvais réflexe. Il leur aurait désigné l'escalier, l'étage et la porte, et les flics le rataient. On aurait eu l'air fin. C'est du coup qu'ils pouvaient faire une croix sur leur naturalisation française. C'était quand même un brave concierge qu'on avait là, avec de très bons réflexes. Mon père nous a embrassés, s'en étant allé, accompagné de 2 représentants de la loi. On recevait de ses nouvelles de loin en loin. Pas con, il avait trouvé un truc astucieux pour nous écrire, qu'il avait mis au point avec une voisine complaisante, Stella. Voilà la combine qu'ils avaient montée. Il envoyait ses lettres à cette voisine qui était sa soi-disant maîtresse et dont le mari était supposé être au front. Mon père était censé profiter de l'absence de ce dernier pour le cocufier à tire-larigot et filer le parfait amour avec la pauvre esselée. Maintenant qu'il était parti aussi, il lui écrivait, c'était normal, ça tenait debout. Des belles lettres romantiques pleines de je t'aime, je ne t'oublie pas, j'espère que tes enfants vont bien, je pense toujours à toi mon amour, etc. Au début, ma mère voyait plutôt ça d'un sale œil, elle trouvait que c'était immoral. Mais quand la voisine boîte aux lettres, comme on dit dans les romans d'espionnage, lui refilait les missives, elle oubliait rapidement ses cas de conscience. Ainsi, lisant entre les lignes, ma mère nous décodait les lettres de mon père. Ça fonctionnait parfaitement, le langage d'un amant à sa maîtresse devenait celui d'un mari à sa femme et d'un père à ses enfants, et ni vu ni connu je t'embrouille. C'était carrément du John le Carré. Les lettres étaient écrites au crayon et barrées en diagonale d'un gros trait rouge, signifiant qu'elles étaient passées à la censure. Bien sûr, tout ça était un peu contrariant. Mais comme disait ma mère, ça valait la peine de supporter ces quelques petits tracas. On peut tricher un peu avec les lois françaises si c'est pour leur obéir. Et grâce à cette obéissance, on serait récompensé plus tard, en obtenant la naturalisation française dès que papa serait revenu. Papa est parti, fleur au fusil, s'engager dans l'armée française pour obtenir la naturalisation française. Puis il est reparti avec sa valise, derrière 2 flics, pour obtenir la naturalisation française. S'il était revenu, s'il était là devant moi, je lui demanderais volontiers s'il n'aurait pas, à l'occasion, accepté de se faire enculer par le maréchal Pétain, rien que pour obtenir la naturalisation française. Cela dit avec tout le respect que je dois à l'auteur de mes jours. Voilà, c'est ce genre d'écriture que je trouve très émouvante. C'est très poignant, je trouve, ce chapitre. Et en même temps, il y a une blague, quoi. Il y a un côté, il n'arrive pas à se départir de l'humour, et tant mieux. En fait, c'est ce qui rend sa biographie, qui est son autobiographie, qui est sinon vraiment très dure, en fait. Hein. Là, on parle d'un mec qui est envoyé au camp. Hein. Et ça la rend humaine. Il y a un truc... Ce personnage de Marcel Gottlieb est très attachant. C'est un petit mec pas très beau, énorme fumeur, c'est ça qui l'a tué. Hein. Il fumait 2 paquets par jour, avec des grosses lunettes, très vaniteux, faussement vaniteux. C'est un mec qui ne l'était pas du tout, mais qui se mettait en scène de manière comme si c'était un empereur romain, tout ça. C'est quelqu'un de très attachant. Moi, j'adore le voir en interview, j'adore lire des interviews de lui. Il y a un long livre d'entretien avec...
Nouma Sadoul, c'est le nom qui est un très grand journaliste de bande dessinée et de cinéma, surtout de bande dessinée. Je dis cinéma, je me trompe peut-être, mais Nouma Sadoul a fait un très grand livre d'entretien que je n'ai pas là, avec Gottlieb, qui est très très cool, qui s'appelle. Euh, eh bien, je ne sais plus comment il s'appelle. Il a un nom un peu particulier, le titre. Le titre de la biographie a aussi un très bon nom, de l'autobiographie, c'est J'existe, je me suis rencontré, que je trouve est un chouette nom. Et voilà. Je voulais vous parler un peu de tout ça, raviver la mémoire de Gottlieb pour ceux qui le connaissent de loin, parler du Gottlieb écrivain de post-années 80, de ce qu'il a fait dans l'importance, dans la création de Fluide Glacial. Il a tenu la baraque, hein, c'est-à-dire que même après qu'il fasse plus de BD, je vous ai dit, il a arrêté la BD dans les années 80. Alors, il faisait des petits dessins de temps en temps, il a pas lâché le crayon totalement, mais il faisait plus vraiment de BD. Euh, il a continué à tenir Fluide Glacial, à être le rédacteur en chef, à faire les éditos, les romans photos, les rubriques, plein de trucs. Fluide Glacial n'était pas que de la BD. Et il a fait plein de choses à côté, son autobiographie et plein d'autres trucs. Il a été scénariste aussi, voilà. C'est un mec vraiment important, vraiment attachant, qui mérite qu'on s'intéresse à l'ensemble de sa carrière, pas que les Dingo dossiers, pas que la rubrique à braque, pas que Guéluron, même si tout ça est très important. Mais voilà, je voulais donner un petit panorama, parler un peu de ce que j'ai. Je vous ai montré 2-3 livres de ma collection. Je regarde s'il y a des trucs intéressants que j'ai pas montré. Il y a ça. Bon, c'est pas très intéressant, mais c'est un tout petit truc qu'il a fait avec Franquin. Franquin, c'était son héros en BD. Ce que je peux comprendre, c'est aussi un des miens. On a parlé un peu de Franquin, on avait fait une vidéo sur le dernier Gaston. On n'a pas vraiment parlé de Franquin, mais un petit peu. Qui est. Voilà, Franquin, qui est un grand génie de la bande dessinée aussi, un immense génie. Et qui se ressemble un peu avec Gottlieb. Ils avaient les mêmes intérêts, les mêmes vues politiques. Gottlieb, un mec très à gauche, très libertaire. Gottlieb, il est même. C'est un anarch, quoi, un anarchiste. Lui, c'est ni Dieu ni maître. Il n'a de respect pour personne. Enfin, si, il a du respect pour énormément de gens, mais par contre, il a un truc de. Ouais, c'est un anarchiste, quoi. Il a pas envie de politicien. Il a envie d'une liberté totale. Franquin était un peu pareil, c'est un anti-flic. Les deux sont anti-flic, anti-armée, anti-guerre, anti-droite, anti-argent presque. Et donc, ils avaient énormément d'estime l'un pour l'autre, mais ils n'ont presque jamais collaboré. Le seul truc et d'ailleurs Gottlieb en parle quand il parle de ça dans ses interviews, en parle comme de la plus grande fierté de sa carrière. Je pense qu'il exagère un peu, mais c'est que c'est dans Fluide Glacial qu'a été publié ce qui reste pour beaucoup. J'essaye de vous le trouver. Ce qui reste pour beaucoup le chef-d'œuvre de Franquin, qui sont les idées noires, qui sont des gags très très sombres, très pessimistes, en noir et blanc de Franquin. Vous voyez, graphiquement, ça ressemble à ça, avec tout en silhouette noire. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et il y a beaucoup d'amateurs de Franquin, d'amateurs de BD même de manière générale, qui estiment que c'est son chef-d'œuvre. C'est assez court, hein, c'est que des gags en 1 ou 2 pages. C'est réuni dans cette intégrale qui n'est que d'un volume de taille normale, donc il y a vraiment peu d'idées noires. Mais c'est effectivement un chef-d'œuvre. Je sais pas si c'est son chef-d'œuvre, parce que moi je suis très attaché à Gaston Lagaffe. Mais en tout cas, voilà. Et ça a été publié dans Fluide Glacial. Donc c'était une des grandes fiertés de Gottlieb. Et ils ont juste collaboré sur ce tout petit truc, qui est un tout petit livre carré que vous trouvez facilement, je crois, qui s'appelle Slow Burn. Et qui est un truc en plus XP, parce qu'en fait, c'est des dessins de Franquin. Mais il y en a très très peu, je crois qu'il y a que 4 ou 5 dessins différents. Je me rappelle plus, mais c'est des chats qui copulent, très clairement, comme vous le voyez. Et avec ces 4 ou 5 dessins différents, ils ont fait une BD entière où ils réutilisent les dessins en permanence, et où en fait c'est juste un gag de voir des chats baiser pendant extrêmement longtemps. Ce n'est que ça, hein, le gag. C'est ça, sur 20 pages, on les voit baiser. Et ça se termine par un gag, je peux vous montrer la chute du gag, parce qu'il y a vraiment que ça, hein, dans l'album. Donc c'est vraiment que ça, pendant des pages et des pages. Et ça se termine par la chatte femelle qui dit déjà, comme si ça n'avait pas duré longtemps, ça fait vraiment 20 pages qu'on voit ça. Et déjà, c'est toujours la même chose, les hommes sont tous des égoïstes en se branchant à un vibromasseur. Voilà, c'est un gag qui vaut ce qu'il vaut, qui est très dans l'esprit Ragnagna, Ralovely dont on parlait, mais qui est la seule collaboration de Franquin et Gottlieb, qui est voilà, qui est un objet drôle à voir, que j'aime bien.
c'est un petit objet, c'est vraiment un tout petit gag, mais c'est leur seule collaboration. C'est des mecs qui auraient dû faire une série ensemble, ça aurait été incroyable. Enfin, c'est deux grands de la bande dessinée. C'est mon trio en bande dessinée française, enfin, Franquin est belge, mais en franco-belge. Gottlieb, Franquin, Goscinny, c'est les trois grands génies pour moi. Mais bon, je vais pas me lancer dans les deux autres. Surtout qu'on a déjà fait une vidéo sur Goscinny. Voilà, je pense que j'ai dit un peu tout ce que je voulais. Je regarde s'il y a d'autres trucs dans ma collection qui mériteraient que j'en parle. Pas forcément. Il y a énormément d'intégrales, d'intégraux. Non, d'intégrales, c'est féminin intégrale. Une intégrale de Gottlieb qui sont parues notamment depuis sa mort. À peu près tout est trouvable très facilement. Il y a par exemple ce qu'il a fait avec Alexis, autre grand de la bande dessinée, Cinémastock, qui sont des. C'est un peu sur le format rubrique à braque, mais que sur le cinéma, sur des films ou des genres cinématiques, des genres Bon, vous avez compris, des genres de films. Voilà, il y a Cinémastock, il y a plein d'autres choses. Je vais pas faire toutes les BD de Gottlieb une par une, mais il y en a beaucoup et tout est trouvable. C'est un grand de la BD qui est vu comme ça aujourd'hui, hein, et donc voilà, il est réédité en général. Ce qu'il a fait est trouvable, à part peut-être, comme je disais, pour ce qu'il a fait dans Fluide Glacial, qui est tellement volumineux. Fluide Glacial existe depuis plus de 40 ans, presque 50 ans maintenant. Donc il y a un volume de contenu qui est trop gros pour des intégrales, mais il y a des compiles, je vous en ai montré certaines. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je reprends la caméra, hop. J'espère que ça vous a intéressé. C'est pas le thème habituel de la chaîne. Mais voilà, on parle de BD, on parle de choses que j'aime, de collections que j'ai. Là, c'était ma collection Gottlieb. Voilà, je sais pas quand il y aura un autre hors-série. Peut-être bientôt, peut-être pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai en collection qui pourrait être marrant à analyser? Je ne sais pas. Voilà, on verra la prochaine fois. Par contre, je peux vous dire que cette semaine, on aura un épisode de manga qui sera sur ça, Saturn Return. Très 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 grande série de Akane Torikai, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis donc à bientôt pour Saturn Return. Merci d'avoir regardé la vidéo, qui était très longue. Je viens de voir le timer sur mon téléphone. J'espère vraiment que c'est bien filmé. J'ai parlé longtemps. Et donc la vidéo fait près d'1 heure. Voilà, j'espère que c'était pas trop chiant. Ciao à tous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.